entamé avec cet épisode-ci. Alors, bon, de manière générale, sur la prestation générale de cet épisode-ci, je le trouve évidemment un peu moins drôle que le précédent, mais c'est tout à fait exprès. Ici, l'action avec la confrontation donc Bills et les Z-Warriors, évidemment, est là surtout pour, encore une fois, pour renforcer l'idée que Bills est encore une fois un dieu de la destruction, mais pas un bête dieu, donc mais vraiment le dieu de la destruction, quoi. Parce que jusqu'ici, quand on avait le terme dieu tout au long de Dragon Ball, enfin surtout Z, Dragon Ball Z, c'était donc des dieux, ok, il n'était dieu qu'en titre, par exemple, Kaiyo, bien qu'il ait appris des techniques destructrices à Goku, bah, il n'empêche que Vegeta et peut-être même Nappa auraient été, bon peut-être pas Nappa, enfin je sais pas trop, mais bon en tout cas que les deux Saiyans risquaient d'être en tout cas déjà plus forts que Kaiyo. Et par la suite, le reste des entraînements qu'il a suivis, de toute façon, allaient plus ou moins dans ce sens-là. Les dieux sont de grandes sources de connaissances, mais pas forcément de puissance, parce que déjà les Super Saiyans les dépassaient largement et depuis bien longtemps. Bon, maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que tous les dieux étaient également très faibles, parce que par exemple parmi les Kaioshin, il y avait celui du Sud, bien qu'un peu plus développé évidemment dans un hors-série, mais mais même s'il a été vraiment mentionné dans le manga lui-même, le vrai manga, mais juste mentionné comme étant évidemment un Kaioshin très puissant. Voilà, on avait déjà des Kaioshin évidemment qui étaient forts, mais pas au point de pouvoir surpasser tout ce qu'on connaissait déjà. Mais avec Bills, évidemment, la donne a changé, c'est pas la même chose et les règles s'inversent, puisque on sait déjà de base que ce mec est forcément le plus puissant de l'univers. Enfin, jusqu'ici, c'est ce qu'on pourrait croire. Et que donc, même les autres Kaioshin, les autres, enfin, tout le monde sait déjà qu'il est le plus fort. C'est pas comme Majin Buu, par exemple, où les gens, bien que savant que c'était... Majin Buu, c'était un démon, mais au moins, ils avaient des stratégies éventuelles pour le battre. Vous voyez, c'était un mal et il pouvait être éradiqué. Il y avait moyen encore. Mais Bills, c'est limite, c'est un dieu de la destruction, mais il fait partie un peu de l'équilibre des choses et que c'est limite impossible de le battre. Et je parle même pas de Whis, parce que Whis on sait rien à ce propos-là, mais techniquement, c'est les gars qui accompagnent, donc un peu son second, donc on sait pas trop non plus où lui se situe exactement. Bref. Donc dans cet épisode-ci, après les diverses scènes de l'épisode précédent où Vegeta s'était vraiment un peu ridiculisé, mais pour la bonne cause, puisqu'il a légèrement sauvé la Terre et pas qu'une seule fois dans l'épisode précédent. Et je le rappelle, c'est un truc très important. Mais avec cet épisode-ci, on va encore un peu plus loin dans l'explication par rapport à Vegeta, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas été d'accord dans le film, et encore moins dans l'épisode, avec le traitement qu'il a reçu, c'est-à-dire le fait que Vegeta se ridiculise. Certains, comme je l'avais prévu d'ailleurs, ont réagi comme en disant « Ah ouais, mais Vegeta, voilà... c'est pas son personnage, il avait suivi une évolution, il avait une évolution, là on revient en arrière, enfin limite en arrière, déjà c'est pas possible parce que Vegeta n'a jamais été comme ça avant, je veux dire, il n'a jamais dansé ou cuisiné ou été allez, idiot comme ça, je veux dire, non. Donc c'était une direction que beaucoup de gens n'ont pas accepté, et personnellement moi-même je n'ai pas accepté du tout la première fois. Je vous jure, la première fois que j'ai vu la scène de la danse dans le film, au visionnage, franchement, j'ai rigolé, mais je me suis dit, c'est quoi cette merde? Je veux dire, quand je montrais ça à d'autres personnes, putain, mais tout le monde souriait, quoi. Mais au final, après revisionnage et encore revisionnage, et je discutais ça en commentaire encore aujourd'hui, justement, je trouve que ce traitement de Vegeta, donc, bon, malgré dans cet épisode-ci, il reste paralysé, mais qui tout de même fait ce qu'il faut, je trouve que c'est quand même une évolution. C'est pas, le personnage évolue vraiment ici, il a pas perdu quoi que ce soit, parce qu'il fait ce qu'il faut pour sauver la Terre, et juste, il oubliait sa fierté pour justement accomplir ces choses-là de la même manière qu'encore une fois, son Goku fera la même chose un peu plus tard, mais si vous avez vu le film, vous savez comment. Bref. Du coup, dans cet épisode-ci, on commence avec un Vegeta qui est déjà assez paralysé, puisqu'il a peur, il sait pas trop quoi faire. Il a déjà tenté donc de calmer Bills, mais visiblement ça marche pas. Bills lui dit dégager, le pauvre Vegeta, il sait pas quoi faire. Et même Piccolo lui-même, il est surpris, quoi que Vegeta lui-même, lui aussi, comment ça se fait, il réagit pas comme ça d'habitude. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas les seuls en tant que personne qui regarde évidemment l'épisode à être surpris. Les personnages eux-mêmes sont là pour évidemment faire comprendre que évidemment l'attitude de Vegeta n'est pas un truc banal comme ça, tranquille, fait ajouter à la va-vite. Bref, et un autre fait aussi, c'est que Dende sont enfin donc l'aura spéciale que dégage Bills, puisque Bills ou Beerus, bon je vais l'appeler quand même Bills parce qu'à la base c'était Beerus, ça va, bon bref, donc Beerus, voilà, l'aura que dégage Beerus est bien évidemment spécial puisque c'est un dieu. Et il est déjà, c'est clair que, je sais pas si ça avait été mentionné, mais c'est pas vraiment un spoil, parce que bon franchement c'est assez compliqué de garder certains éléments du film soi-disant secrets alors que le film sorti il y a bien longtemps, donc vous êtes obligé de l'avoir regardé, de regarder. Je vous jure, allez regarder de toute façon Dragon Ball Battle of Gods, ça va pas franchement vous gâcher la série de toute façon parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Bref, donc c'est dit. Maintenant, je vais pas essayer de cacher quoi que ce soit par rapport au film Dragon Ball Battle of Gods. Bref, donc Dende sans l'aura d'un dieu parce que lui-même est le dieu de la terre. Donc ok, Piccolo était un ancien dieu. Et il a réussi par exemple à reconnaître plus ou moins un peu l'aura par exemple de Kaioshin lors du grand tournoi, le dernier grand tournoi des arts martiaux qu'il y a eu dans l'arc Majin Buu. Mais ici, Dende sent donc l'aura de Bills comme étant celle d'un dieu. Et d'ailleurs, ça l'a vachement traumatisé. Mais limite, franchement, le mec avait j'ai l'impression qu'il allait mourir. Et franchement, même, je pensais même qu'il allait limite nous lâcher. Putain, mais en fait, c'est l'aura du dieu de la destruction tellement il était choqué. Mais non, il a juste réagi.
C'est un dieu. Bon bref, c'est l'aura d'un dieu, ok d'accord mon petit Dédé, mais on a vu plein des dieux et pour autant t'as pas autant réagi comme un malade quoi. Bref du coup il sait que l'aura est évidemment phénoménale, mais visiblement il ne sait pas que c'est celle de Bismon. En même temps le mec est pas au courant évidemment de toute la hiérarchie ou quoi, même s'il était au courant pour le Rokai Kaioshin. D'ailleurs ça m'a fait poser une petite question. Comment ça se fait que Dende en fait il puisse lui-même avoir ce statut de dieu? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Kami-sama, quand il est venu sur Terre. Kami, c'était un Namek. Il est pas venu sur Dieu. Ah, c'est un Namek qui vient. Tous les Nameks sur la Terre, c'est des dieux. Mais non. Enfin, je sais pas, mais quand il est venu sur Terre, il était seul, et après ses parents l'ont abandonné, de ça, il était seul dans le désert. Il a inventé les Dragon Ball ou quoi, en réminiscence de son passé, enfin bref. Il a créé Dragon Ball et ainsi de suite. Et voilà. Du coup, je comprends pas. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il a créé les Dragon Ball, mais bon, il aurait pu sauter plein de trucs, comme je sais pas, retourner sur sa planète ou un truc comme genre. Enfin, je veux dire, c'est possible, non, avec ces Dragon Ball. Enfin, je sais pas. Parce qu'avec les Dragon Ball de la Terre, là, avec les. Non, non, excusez-moi, c'est peut-être pas possible parce que c'est vrai que ses pouvoirs sont limités, mais bon. Bon, je trouve que ça aurait pu être possible, je sais pas. Bon bref, du coup, pour en revenir à ce que je disais, il est arrivé sur Terre, il a créé le Dragon Ball, mais ça lui a donné soi-disant statut de dieu. Mais en fait, d'où ça vient ce statut de dieu? Je veux dire, pour les Kaioshin ou quoi, je comprends, parce que je veux dire, c'est dans l'ordre naturel des choses, ils ont été choisis parce qu'il y a toute une mythologie à travers ça. Les Kaioshin naissent à partir d'un arbre sacré ou un truc comme ça, si je me rappelle bien, l'arbre. Et parfois, certains des fruits qui naissent, enfin des trucs qui naissent dedans, deviennent mauvais, et je crois que ça devient des démons, et ils sont envoyés dans le Makai. Makaishin, enfin dans le royaume des démons, la dimension des démons, un truc comme ça je pense. Et le truc en commun qu'ils ont par exemple c'est les oreilles, vous voyez les oreilles pointues comme Dabla l'avait. Enfin je suis pas trop sûr de ce que je dis là, mais je sais qu'il y avait une histoire par rapport à un arbre. Mais dans tous les cas ce que je veux dire par là c'est que les Kaioshin, je comprends, il y a un ordre établi, c'est comme Kaio ou quoi, vous voyez ils viennent de là. Bref. Et du coup, oui je crois que c'est ça, maintenant je me rappelle, petit flashback. Qu'il y a des fruits dorés qui naissent ultra rarement, et ça c'est les Kaioshin, et les fruits classiques qui naissent dedans, enfin je dis fruits, mais les trucs classiques qui naissent de cet arbre aussi sont les Kaio classiques, genre Kaio du nord, du sud et de l'ouest, des trucs comme ça. Vous voyez? Bref, et du coup là je peux comprendre. Mais Dende, d'où il a cette aura de dieu? Camille par exemple, il pouvait prendre le corps de Goku et aller directement, je veux dire, dans l'au-delà pour demander à Enma par exemple de faire en sorte que celui-ci garde son corps pour aller s'entraîner chez Kaio, des trucs comme ça. Mais d'où ça lui vient en fait cette autorité? Je veux dire, c'est pas un envoyé d'Enma qui lui dit, bon c'est qui le dieu ici, hein? Je veux dire, c'est qui le dieu? Ah c'est toi, ok. Parce qu'en plus, le plus drôle c'est que en fait, avant que Camille vienne, soi-disant il y avait un autre dieu avant, et que même en fait même avec l'intrigue avec Garlic, bien qu'il était hors série, il y avait apparemment une dispute sur la succession, un truc comme ça. Donc c'était pas très clair non plus, donc je voulais savoir exactement comment ça se fait. Je veux dire, par exemple Dende quand il est arrivé sur Terre, il n'y avait pas de dieu à ce moment-là. Il n'y avait pas de dieu, je veux dire, Dieu, Camille avait fusionné déjà avec Piccolo, donc personne n'a pu lui faire une cérémonie de passation de pouvoir. Donc il n'y en a pas besoin. Le seul qui aurait pu peut-être faire ça, c'est Mister Popo. Mais putain, le mec, je veux dire, pourquoi lui enfin, je veux dire, Mister Popo, vous allez me dire, le gars il est immortel, il a servi tous les dieux. Enfin déjà, ce personnage-là est assez drôle parce que dans leur série, ils lui ont donné une force assez suffisante en tout cas pour supporter des coups de poing et pouvoir esquiver limite des coups de Trunk et Sangoten en Super Saiyan. Je trouvais super drôle d'ailleurs. Bref, donc je comprends pas. C'est une question je trouve assez intéressante. Peut-être qu'il y a une réponse et que je l'ai pas trouvée. Si vous avez une réponse, n'hésitez donc pas à la poser. Mais je trouvais ça intéressant de se demander comment ça se fait que Dende a ça. Bon évidemment ça n'a peut-être pas un rapport directement avec cet épisode, mais ça soulève quand même des questions. Ah oui c'est vrai, je me suis pas posé la question. Bref, du coup, bref. Voilà, bon alors maintenant que Dende donc sent l'aura d'un dieu, voilà, c'est pour ça d'où lui vient ce statut de dieu qui lui permet de sentir l'aura d'un dieu. Vous voyez, est-ce que ça pourrait être transmis à n'importe qui? Je sais pas, bref. Donc après sur le développement évidemment du combat entre Bills et les Z-Warriors, je trouvais ça évidemment très intéressant puisque dans le film et même dans le chapitre 3 qui est sorti récemment, c'était assez vite zappé. Dans le chapitre 3 franchement quand le chapitre a commencé, le combat était quasiment fini. Mais il est pratiquement fini même. Alors que dans le film c'était vite fait zapper en 2-3 coups. Piccolo il s'est fait one shot avec des baguettes chinoises, Tenchien putain n'en parlons pas, c'est 18 zappé. Enfin tout le monde s'est fait vite éclater quoi. Vous comprenez? Et ici, ils ont eu au moins l'audace de se lancer à 3. Et surtout C18 et Tenjina, les deux personnages que par exemple qui ont été laissés tomber pendant le moment, surtout C18 par exemple qui avait le potentiel d'être enfin une des rares femmes à pouvoir combattre je veux dire longtemps dans Dragon Ball. Elle avait au moins le potentiel d'un Super Saiyan classique. Non, elle était plus puissante qu'un Super Saiyan classique, ça c'est un fait. Elle était plus puissante que Vegeta et un Son Goku qui par exemple revenait de Namek ou s'était entraîné juste en tout cas avant d'aller à la salle spéciale. Donc d'un niveau de Super Saiyan 1 de base, les cyborgs sont plus puissants et C18 l'est. Évidemment elle est moins puissante qu'un Son Goku qui sort évidemment de la salle spéciale et de l'arc-bout, n'en parlons même pas. Donc elle avait quand même un niveau de base qui aurait pu être intéressant à exploiter par la suite, mais ça n'a pas été fait. Et puis bon, j'imagine que malgré le fait qu'il y a des fans de C18, puisque c'est légèrement la seule vraie femme combattante, et en tout cas assez rarement pour se dire donc qu'ils sont apparus dans Dragon Ball, voilà, il devait y avoir une petite fanbase ou quoi, mais bon voilà, l'auteur n'a pas exploité plus ça plus que ça, même de manière générale, les autres femmes dans Dragon Ball c'était pareil, par exemple dans le AV avec Bojack, Zangia s'est fait exploser en 2 secondes par Bojack lui-même carrément, elle a eu le temps d'exploser un seul type, Krill encore une fois, voilà, donc bref.
Donc pour continuer ce que je disais, je trouvais ça assez sympathique puisque je veux dire le mini affrontement qu'il y a eu entre eux n'avait rien à envier à les échanges qu'il y avait eu par exemple Bills et Son Goku sur la planète de Kaio, bien qu'évidemment Goku avait fait un combat un peu plus long et tout. Ici je trouvais que même l'aspect de vitesse qu'on leur donnait, voilà, que Bills lui fasse rien du tout, il s'ennuie limite, je trouvais ça sympathique et même pas ennuyant à voir en fait. Bref, du coup les Z-Warriors sont tous épuisés à n'avoir n'avoir brassé que du vent vu que Bills ne s'est pas fait toucher une seule fois. Évidemment, Majin Buu ne s'est pas fait exploser one shot, d'ailleurs, comme je le pensais, comme dans le film limite, en une seule fois. Ici, il se relève et d'ailleurs essaie de frapper Bills. D'ailleurs, je trouvais le petit échange qu'il avait eu, le petit échange rapide où celui-ci se projetait sur Bills et on a eu la caméra qui tourne autour de Bills et bam, le mec se tourne et donne un coup sur Majin Buu. Très similaire. Bon, je dis pas que c'est copié, bien évidemment, mais ça me rappelait beaucoup. Je voulais vous le faire partager. Ça me rappelait beaucoup la même scène entre Goku, pardon, qui faisait la même chose contre Couleur dans l'OAV, la revanche de Couleur, même si déjà le titre, la revanche de Couleur. Bref, donc l'OAV où justement Goku essayait de faire pareil. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos ici sur le côté. Je trouvais les scènes assez similaires et je trouvais ça assez rigolo, bref. Mais bon, donc je trouvais ça en tout cas sympathique que Boo au moins ne se soit pas fait one shot aussi rapidement. Et le gros problème, ça vient de Sangohan après. Gohan qui lui s'est fait one shot super rapidement. Je veux dire, ok, je peux comprendre qu'il y a un débat genre Son Goku Saiyan 3 plus fort ou moins fort, peu importe que Gohan. Ok, mais vous allez pas me dire par exemple que Gohan soit plus faible, enfin que Gohan est bien plus faible que Vegeta en Saiyan 2. Je veux dire, là ça établirait encore d'autres choses. Maintenant, enfin je parle en tout cas à l'époque Majin Buu. Il faudrait alors ici dire que Gohan s'est tellement pas entraîné qu'il a carrément rebaissé à un niveau tel qu'il est plus faible qu'un Super Saiyan niveau 2. Et c'est déjà pas très logique parce que justement en fait la libération de potentiel justement qu'avait donné Rokai Kaioshin était expliqué comme étant justement libération de potentiel total. Donc il a même pas besoin de se transformer en Super Saiyan, il a juste besoin de se concentrer quelques secondes et ça y est, il a pas besoin, tout son potentiel est déjà élevé et pire encore, il a été repoussé au-delà quasiment des limites. Donc même si tu t'entraînes pas, normalement ce potentiel reste éveillé, c'est pas un truc que tu perds, t'arrives à un stade point fixe. Et le problème c'est que dans Resurrection of Frieza, ils ont quand même fait ce truc là, donc Sangohan qui a perdu l'habitude de s'entraîner et quoi, mais il devrait quand même garder une certaine vitesse, force, énergie. La perdre en technique, je peux comprendre, mais au niveau caractéristique, normalement ça devrait rester pareil. Bon, c'est ma vision des choses, peut-être, voilà, ça me dérange au final pas que ça soit fait, parce que voilà, si Gohan était resté effectivement très très fort au même niveau, ça aurait fait un trio en fait, ça veut dire Gohan, Goku et Vegeta en trio de tête au niveau des Saiyans. Et le truc c'est que je pense que l'auteur et même la série en général ne veut pas garder Gohan en fait dans ce trio, mais ne veut pas garder Gohan du tout dans ce groupe-là, mais veut uniquement montrer Goku et Vegeta, dualité, rivalité, deux personnages. Voilà, en général, les rivaux comme ça va. Un groupe de 3, ça crée une sorte de déséquilibre limite dans le truc. Donc au final, je pense que les gens qui sont derrière l'animation, enfin pardon, derrière la réalisation se sont dit, ouais, on va essayer de donner peut-être un rôle un peu moins important à Gohan. Et c'est dommage parce que je veux dire, quand on regarde le développement qu'avait eu Gohan depuis le début de Dragon Ball Z, tout indiquait que normalement Gohan devait être l'héritier de Son Goku et devait être au final le vrai héros. Et même l'arc du début de la saga Buu aurait dû aller dans ce sens-là, mais au final on voit que c'est vraiment Goku qui au final est revenu en tant que héros. Mais ça me déplaît pas, mais je trouve que le développement allait dans ce sens-là. Maintenant, si on se limite qu'à la saga Freezer, évidemment tout le développement allait dans le sens que Goku allait devenir le Super Saiyan, combattre Freezer, mourir là et fin de l'histoire. Hein. Et que le manga aurait dû s'arrêter là. Puis après Cell, et bon, ouais, je vais pas trop aller en longueur. Bon, du coup, je trouvais donc ça dommage que Gohan soit vite expédié juste par un coup comme ça, bam, dans sa gueule avec le cadavre debout, et que le pauvre Gohan soit tombé par terre, quoi. Je trouvais ça dommage. Bon, alors un autre point, évidemment, sur Gotenks, je trouvais ça assez rigolo, d'ailleurs, que la scène où il a eu de la discussion avec Beerus sur le pudding, la scène qui a été super rallongée ici, sur vraiment Beast, il a vraiment bien mis l'accent sur le fait qu'il est en colère presque plus à propos du pudding que sur le fait de ne pas avoir retrouvé le Super Saiyan divin, ou le Super Saiyan God, si vous préférez. Et je trouvais ça assez drôle parce que bon, dans le film, c'est vrai, il s'était énervé, voilà, c'était allé vite, et on n'en reparlerait plus. Mais là, franchement, c'est vraiment que pour le pudding qu'il avait ça. Vous comprenez vraiment que le mec, il veut détruire la Terre pour le pudding. Limite, si on lui avait offert du pudding et qu'il n'avait pas trouvé le Super Saiyan God, limite, il aurait pas détruit la Terre, il aurait été content avec toute la bouffe et il se serait cassé, il serait revenu. Il aurait dit genre, ouais, je veux revenir goûter la bouffe d'ici, ce serait cool. Il aurait aucune raison de se détruire la Terre parce qu'on voit que dans les autres planètes où il n'a pas été satisfait au niveau de la bouffe, bah, il les a carrément détruits. Là, il l'aurait peut-être pas fait, sûrement même pas fait. Donc, vous comprenez bien que Beats, c'est vraiment le dieu de la destruction pour des petits trucs, mais il détruit ce qu'il veut. Il a vraiment toute l'autorité, que ce soit pour des raisons aussi stupides que ça, on s'en fout, c'est le dieu suprême, il peut se plaindre de ce qu'il veut, c'est le big boss. Il fait ça, il veut vous virer, il veut vous éliminer, il a le droit de le faire, que ce soit pour ça ou ça, tout lui est autorisé. Tout lui est autorisé. Donc ça lui donne un petit côté assez peut-être arrogant, mais en même temps ça rajoute de son statut de dieu qui peut vraiment faire ce qu'il veut quand il veut pour n'importe quelle raison. Bref. Et donc cet échange avec Gotenks c'était sympathique. Alors un autre truc encore, c'est le fait que Gotenks ne passe pas en Super Saiyan 3 mais se fasse
explosé en mode classique. Dans le chapitre, il était passé en mode Super Saiyan 3, s'était fait exploser, je pense. De la même manière qu'ici, donc avec des tapes sur le bras. Je trouvais ça assez rigolo de voir d'ailleurs son bras gonflé, mais limite 2 fois la taille d'une pastèque, et je trouvais ça vraiment drôle. Mais j'aurais aimé le voir en Super Saiyan 3 juste pour le kiff de le voir en Super Saiyan 3, quoi. De la même manière que Goku on l'a vu passer en Super Saiyan 3, et selon la logique de choses, je crois que c'est une des rares fois où on le verra passer en Super Saiyan 3 justement. Donc voilà. Bref, après on passe au moment où justement c'est intéressant, où Krillin justement, et enfin on demande à Krillin vas-y va combattre et tout, alors que justement C18 venait de perdre la face contre Biz, la meuf elle est exténuée par terre, et Krillin oui mais j'ai pris ma retraite au niveau des arts martiaux. Putain mais le mec, ta femme, c'est même pas une championne en arts martiaux, la meuf elle est quand même allée sans réfléchir. Et toi le petit mari qui est censé être l'homme de la situation malgré tout, n'est même pas allé combattre. Et je veux bien comprendre qu'il a pris sa retraite, mais bon voilà, c'est du site aussi, et à la base c'est pas une vraie combattante, c'est juste une cyborg quoi, voilà. Qu'elle soit forte ou pas, elle n'avait pas une expérience comme Krillin, elle n'a pas la technique en tout cas de Krillin. Krillin a certainement plus de technique que C18, mais C18 a des aptitudes physiques on va dire supérieures à Krillin, elles sont tellement ces aptitudes physiques sont tellement supérieures à celles de Krillin qu'évidemment ça la rend plus forte au final. Donc Krillin veut toujours pas les combattre parce que évidemment voilà, il a pris sa retraite, et surtout à cause de Marron, donc sa fille, il veut pas la laisser. En plus de ça, je peux aussi comprendre que le pauvre Krillin il est mort tellement de fois, il a pas envie de recrever comme un con, alors qu'il sait que devant lui il y a de la destruction, putain bordel de merde. Et encore plus drôle, c'est qu'après il y a Yamcha, le vieux Clampa, le mec qui vient, genre tranquille, mais vas-y va combattre Biz, moi je vais protéger ta fille. Donc le grand lâche, genre ouais mais t'inquiète, moi je vais risquer ma vie mais pour protéger ta fille, d'accord, toi tu peux aller combattre de destruction. Donc le mec tranquille, il dit vas-y va risquer ta vie Krillin, moi je vais derrière en mode stand-by et je vais protéger Marron parce que de toute façon s'il nous attaque on est déjà mort quoi qu'il arrive, mais j'ai pas envie de prendre des pêches de l'attaque de Biz. Donc le pauvre petit Yamcha, le grand lâche, parce que lui aussi je veux dire bon techniquement il a pris sa retraite au niveau des arts martiaux carrément à la fin de l'arc Cell, hein. Je veux dire dans l'arc Boo on l'a plus jamais revu combattre, hein, le pauvre Yamcha. Même je veux dire Tenchinan et Krillin, tous les deux on les a revus agir, hein. Et Tenchinan pire encore parce que le mec il a carrément sauvé Gohan, non, enfin ouais Gohan, Satan et Dende je crois, au moment où justement Gotenks avec Boo qui avait absorbé Gotenks, ça allait buter justement Gohan, Satan et Dende, et il est arrivé pour les sauver. Et donc du coup je trouvais ça déjà c'est intéressant de le voir, surtout qu'il a été porté soi-disant disparu carrément durant toute la saga Boo et on le revoyait là. Donc même lui il avait eu du traitement, mais là Yamcha c'était le gars qui était limite abandonné. Donc franchement Yamcha il n'y a pas à dire, même s'il a dit que Krillin par exemple c'était à l'arc Boo, il l'a bien dit, que techniquement parmi les humains que Krillin était le plus fort, je commence à me demander si vraiment il est plus fort que Tenchinan, parce qu'on voit bien que Krillin lui a arrêté de s'entraîner depuis très longtemps, alors que Tenchinan lui on l'a vu encore, il était en mode ermite entraînement, mais vraiment durant toute la saga Boo, même par exemple lorsque Boo a assassiné toute la Terre avec sa technique quand il était arrivé au palais de Dieu, on avait vu donc tous les humains se faire massacrer par l'attaque de Boo là, mais on avait vu Tenchinan l'esquiver et être encore là tranquille. Je veux dire voilà, on voyait bien que le mec continuait de s'entraîner, contrairement à Krillin qui s'était entraîné juste avant le début du tournoi parce que son Goku arrivait, enfin Goku arrivait et voulait participer aussi. Je veux dire Tenchinan est un des seuls, je crois, qu'il n'a jamais vraiment arrêté de s'entraîner. Je trouvais ça dommage qu'on lui avait pas donné une plus grosse importance, mais au moins heureusement ici on voit que le mec n'hésite pas, il risque sa vie, même s'il sait peut-être, enfin même il sait pas forcément que l'adversaire est fort, mais il n'hésite pas, il y va quoi, voilà, comme Piccolo et ses 18, et ça je trouve ça admirable, voilà. Bon c'était que mon humble avis évidemment. Donc maintenant après évidemment que tous les Z-Warriors se soient fait étaler, qu'est-ce qui reste? Il y a encore le Vegeta. Vegeta il avait pas bougé depuis le début en fait de l'épisode puisqu'il était paralysé, il savait encore une fois pas quoi faire, mais il s'est ressaisi en fait parce que il se disait putain mais moi Vegeta le prince des Saiyans, moi Vegeta Sama, moi le prince fier et tout, je fais ceci, non mais à quoi suis-je tombé? Et donc là ça ne trahit pas du tout ce qu'il a fait avant, parce que il a fait des choses avant parce qu'il devait le faire, il avait pas vraiment le choix. Là il a plus le choix, il a bien tenté de raisonner bis, ça marche pas. Qu'est-ce qui lui reste? Soit de rester sans rien faire, soit d'y aller faire comme les autres. Et ben maintenant il fait comme les autres, voilà c'est tout. Ça ne trahit pas du tout ce qu'il a fait avant, et ça ne va pas contredire sa manière d'agir avant, parce que sinon ça voudrait dire que techniquement là il devrait alors retourner repart l'abysse, mais il sait bien que ça marche pas, donc il n'a plus qu'une seule solution, c'est d'aller le combattre. Et donc il allait le combattre parce que d'une part il avait déjà honte de ce qu'il venait de faire, même si c'était la bonne approche, hein, parce que on voit bien qu'ici ça n'a quand même pas marché le fait d'aller combattre Beast. Et je trouve tout cela intéressant pour Vegeta. J'aimerais que les gens ne détestent pas en fait ce qu'il a fait, mais essaient de comprendre pourquoi il l'a fait. Il l'a pas fait juste parce que c'était drôle et qu'on avait tourné Vegeta en dérision, ça n'a rien à voir. Il y a une justification à ça, et encore cette justification sera très importante, encore plus lorsque Son Goku passera en Super Saiyan God. Et on y reviendra quand justement ça arrivera. Parce que bon, si vous savez toujours pas que Goku allait devenir Super Saiyan God, putain mais vous avez même pas vu l'opening, alors il y a un problème. Bref. Donc le combat continue et Vegeta évidemment se fait écrouler de la même manière qu'au début, le mec il arrive même pas à bouger et hop à terre. Bref, Bills lui refait la même scène qu'à son père, il écrase le visage et tout, il dit carrément qu'il est comme son père, enfin bref. Vegeta évidemment est totalement dépassé.
Et le pauvre évidemment accepte son sort en disant que voilà, être supprimé par le dieu de la destruction, c'est pas une si mauvaise fin en soi. En gros, le même discours que dans le film. Encore, ça aussi, ça ne me dérangeait pas parce que, je veux dire, c'est vrai que dans les autres films, dans le reste de la série, il a toujours combattu jusqu'à la fin. Mais là, encore une fois, on n'est plus dans la même situation. Les rapports de force n'ont vraiment rien à voir. Surtout après 2 défaites, alors que Vegeta n'a même pas pu taper, il a même pas eu de retour sur ses coups de poing ou quoi. Bis n'a même pas limite tapé pour de vrai, il a même pas combattu, il a même pas essayé, vous comprenez. Encore qu'un échange, Vegeta aurait compris. Mais voilà, et là c'est différent. Et je veux dire contre Cell par exemple, quand il a attaqué Cell alors qu'il savait qu'il était loin d'être aussi fort que lui. C'est pas la même chose, parce que là il était sous la colère parce que son fils Trunks venait de se faire tuer juste devant lui. Et de la même manière ici, Bulma vient donc attaquer Bis, lui donner une gifle parce qu'il vient de ruiner son anniversaire. Et Bis lui donne une gifle et là Vegeta s'énerve donc pour aller le combattre. C'est la même chose. Et donc il n'y a pas de contradiction avec ce que je viens de dire. Bref, il attaque donc Bis dans la colère et passe en mode Super Saiyan 2. Et malheureusement là on voit qu'il n'y a donc pas de Super Saiyan 3. Est-ce que ça surviendra dans l'épisode suivant? Parce que le trailer lui n'offre pas vraiment de gros plans pouvant. Enfin, ne nous montre pas qu'il ne peut pas passer encore en Super Saiyan 3. Mais je pense ici, vu que même dans le manga il passe pas en Super Saiyan 3, alors que dans le chapitre Son Goku est arrivé et qu'il n'était pas passé en Super Saiyan 3, et que là il ne le passe toujours pas non plus, je pense qu'on pourrait alors maintenant légitimement comprendre qu'il ne le passera pas du tout pour l'instant. Peut-être par la suite, et on verra bien, hein, parce qu'il y a encore des incohérences par rapport à l'évolution de la force de Vegeta dans la suite des films et tout. Mais j'espère que le film nous apportera justement des petites réponses un peu plus logiques. Et ils ont intérêt de toute façon, enfin voilà. Parce que de toute façon, ouais non de toute façon on va revenir à ces points là, je préfère pas tout étaler en même temps. Mais donc voilà, l'épisode se termine là-dessus avec un Vegeta qui s'énerve carrément. D'ailleurs le mec on voit même plus ses pupilles quand il se transforme, et ça encore certains diront putain ils ont oublié d'animer les pupilles. Non, et vous allez me dire mais attends mais Gonzalo c'est toi qui t'énerve en disant ça. Non je déconne. Mais en gros ça me rappelait beaucoup là encore une fois l'ancienne époque des Dragon Ball Z ou même Dragon Ball tout court où justement les persos quand ils s'énervaient parfois leurs pupilles disparaissaient, enfin se révulsaient et tout ça. Et donc dans un stade de colère ils passaient en général un peu Europe ou quoi comme Son Goku en Super Saiyan ou enfin Gohan on l'a pas vu. Donc j'aimais bien ce petit côté-là, je trouvais ça sympathique à voir. Donc du coup l'épisode se termine là-dessus et le trailer et donc le preview de la semaine prochaine nous promet déjà une animation visiblement bien plus soignée, enfin du même acabit que l'épisode 2, peut-être pas du même niveau que l'épisode 1, mais en tout cas un truc plus soigné ici. Celui de cet épisode-ci était, je veux dire, reste un peu dans la constance des derniers épisodes, peut-être un poil un peu plus au-dessus parfois sur certains plans, même sur Beast, il y a certains plans notamment quand il écrase Vegeta qui sont très bien faits. Au niveau de la musique par exemple c'est pareil, la musique était elle... Au niveau de l'ambiance, la musique je la trouvais sympathique parce qu'au niveau de l'ambiance le compositeur lui se casse pas le cul, il fait des trucs qui sont assez corrects, même très corrects hein, d'ailleurs. Je vous renvoie d'ailleurs à cette scène-ci qui est celle du sacrifice de Vegeta dans la saga Majin Buu, enfin dans la saga Dragon Ball Z Kai. Désolé que l'extrait soit en français, mais c'est pas ça de toute façon, c'est pas le doublage qui est important ici. C'est la musique, je trouve, qui est donc les mêmes compositeurs, hein, parce que le compositeur de Dragon Ball Super a fait aussi Battle of Gods, Resurrection Frieza et la musique donc de Dragon Ball Z Kai de la saga Buu uniquement. Et le mec est doué quand même pour faire des musiques d'ambiance, je trouve. Il y a des musiques d'ambiance qu'il arrive à très bien faire. Au niveau des musiques de fight, je trouve que c'est assez moyen, ça fait limite un peu techno comme ça, assez synthétique, enfin synthétique pardon, assez que les sons en fait je trouve au niveau de fight sont assez discrets alors que ceux d'ambiance on les remarque un peu plus. Le thème par exemple de Bills qui s'est entendu, on l'a déjà entendu plusieurs fois dans les épisodes précédents, mais encore une fois on entend ici par exemple lorsque Vegeta va s'attaquer à Bills, la musique un peu pesante comme ça, je la trouvais moi personnellement super bonne. C'était un très bon thème à Bills parce qu'on sent déjà là-dedans que ce mec qui c'est pas n'importe qui, que c'est le dieu de la destruction. Et dans Dragon Ball Z on n'a jamais parlé par exemple très souvent de la musique. On parlait souvent des combats, mise en scène, l'ambiance et tout. Mais à tout cela, évidemment, la musique qui a contribué. Et c'est sûr que le compositeur Kikuchi, qui a fait toute l'OST du début à la fin de Dragon Ball, Dragon Ball Z, les OAV et tout le bordel, il a fait un travail de malade. Il a fait de l'excellent travail qui évidemment ne sera jamais oublié, malheureusement, enfin pour nous Européens, puisque nous on a eu cette bande originale là, alors que justement les Américains, eux, ils ont eu celle de Falconer. Donc une musique un peu différente que moi personnellement j'aimais pas trop. Mais encore une fois, sur des musiques d'ambiance, ils se démerdent bien. Sur les musiques de combat, c'est assez bof. Le thème par exemple qu'il y avait eu lorsque Gotenks s'est attaqué à Beast, je trouvais correspondant à Gotenks, mais je le trouvais pas en soi super cool. Hein. J'entendais ce thème, je me disais bon ça c'est pour Gotenks, ça va, ça passe. Mais en soi je l'aime pas plus que ça. Maintenant je vais pas dire que le thème en soi est nul, hein. Ça c'est l'avis de chacun évidemment. Donc n'hésitez pas à me donner vous votre avis sur les éventuelles musiques que vous avez entendues, ce que vous en pensez vous-même de ce thème d'ailleurs de Beast, cette musique là d'ambiance, hein, donnez-moi votre avis. J'imagine qu'évidemment on aura un plus gros avant-goût de ce que peut nous offrir ce compositeur lors de l'affrontement qui va bientôt arriver, parce qu'ici encore c'est des affrontements assez rapides, donc je pense pas qu'il a eu le temps non plus de mettre de grosses musiques. Donc j'ai envie de dire, on verra dans l'épisode qui va arriver. Bon, un dernier petit point d'ailleurs, c'est concernant la grosse différence qu'il y a eu de traitement avec la scène où Vegeta s'énerve quand Bulma s'est fait gifler. Dans le film,
Non, déjà dans le manga, c'était comme dans le film, c'était rapide. Voilà, bam, ça arrivait, Vegeta s'énerve, il combat. Voilà. Bon, ici, évidemment, on approchait de la fin de l'épisode, donc on n'allait pas avoir Vegeta, évidemment, directement s'élancer combattre. C'est pas ça le problème. En fait, non, en fait, c'est pas vraiment un problème. Mais le fait qu'on s'est attardé, en fait, un peu trop longtemps sur la gifle du Bulma, je trouve que ça donnait un côté moins bien, en fait, que dans le film. Alors que dans le film, par exemple, Bulma venait. Elle venait comme ça, d'un coup, on n'avait rien capté, et bam, et gifle Bills d'un coup, comme ça. Et Bills, sans rien, on prévoit rien, mais la gifle instantanément. Et c'était une surprise. Enfin, on pouvait se douter qu'il allait répliquer. Mais c'était rapide, on n'avait même pas le temps de réfléchir. Là, ici, on voit Bills sourire, prendre son ton sadique. On sentait le truc arriver. Et du coup, le fait qu'en plus, on donne trois angles différents à la gifle, en répétant la même scène, je trouve que ça enlevait en fait un peu trop d'intensité. Ça mettait l'accent sur la scène, mais justement, je trouve que ça avait pas le même effet que dans le film où justement c'était réussi, c'était une gifle. Bam, dans le ciné, je voyais j'étais pas là, mais je veux dire dans les vidéos en tout cas des réactions, les gens étaient là, wow. Alors que dans l'épisode, je pense que les gens diront, oh putain, ça va mal tourner. Donc du coup, je préférais quand même celle du film. Voilà, c'est que mon avis. Maintenant, vous, peut-être vous aussi aimez celui de l'épisode, ça vous regarde et c'est tant mieux si vous l'avez aimé, c'est pas très grave. Mais moi, je trouvais que c'était quand même, je trouvais ça plus agréable dans le film. Bon, et maintenant, on va pas reparler aussi du fait que Bills, avec sa force, même s'il voulait faire doucement, aurait totalement décapité Bulma. Mais bon, ça, c'est un détail, voilà, le mec s'est joué sa force, et on voit bien qu'avec le ton sadique qu'il a pris, il a juste voulu montrer aux autres qu'il est plus fort. Et déjà, ça, en plus, c'est ça le truc aussi, c'est le ton sadique, en fait, qu'a pris Bills. Parce que dans le film, il est resté stoïque, genre, il s'en fout. Vegeta, c'est une terrienne. Il ne représente aucun danger, c'est un insecte pour lui. C'est rien, encore les Z Warriors. Je veux dire, eux, ils ont combattu, c'est des combattants. Bon, ils sont tout aussi, à son échelle, ils sont tout aussi faibles, mais voilà. Bulma, ça a rien à voir, la meuf elle est là, elle s'en fout, mais le gifle. Et Bills, dans le film, je trouvais que c'était plus intéressant parce que c'est un dieu, qu'est-ce qu'il en a à foutre de Bulma? Je veux dire, bam, allez dégage, me fais pas chier. Vous voyez, même, évidemment, ne frappez jamais les femmes. Mais voilà, ici, là c'était différent, le mec, je veux dire, ça intéresse. Bon, c'est vrai que Bulma, carrément, elle va s'attaquer à un dieu de la destruction, mais bon, c'est pas vraiment qui il est, donc il peut pas non plus l'en vouloir. Mais je préférais quand même le Bills qui s'en fout carrément des humains parce que c'est un dieu, voilà, que le Bills ici qui s'attarde à torturer, enfin à faire agoniser une femme, limite ça on aurait dit l'attitude qu'aurait pris un Freezer. Et vous allez me dire aussi que c'est vrai que Bills n'est pas un gentil bonhomme, mais je pensais qu'il allait, c'est vrai qu'il faisait des trucs techniquement de méchant, mais pour lui c'était pas méchant. Et là il a vraiment une attitude de limite de vrai méchant. Alors que dans le film, il a gardé toute une constance qui faisait que malgré qu'il fasse des trucs de méchant, il gardait une attitude de Dieu qui justement faisait des choses qui, bien qu'on le considère méchant, pour lui ne soit ni bonne ni méchant, il s'en fout juste, c'est un Dieu. Bon, voilà, c'était une manière de m'exprimer, moi je suis désolé si vous n'avez pas vraiment compris. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir donc concernant cet épisode, évidemment, et ce que j'en ai dit, et ce que vous en pensez, parce que personnellement je trouve que c'est très important, évidemment, ce que vous pensez donc de ce film, de cet épisode. Si vous n'avez toujours pas vu le film, encore une fois, allez le voir. Voilà. Bref, sur ce, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Si vous n'avez pas vu les scans, allez les lire. De toute façon, on n'est pas avancé un peu plus, on n'est pas plus avancé. Et surtout, il y a quand même des éléments qui sont toujours pas présents dans l'animé Dragon Ball Super, mais qui sont dans le manga et qui sont très 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 intéressants. Je vous recommande vraiment d'aller voir les scans sur Dragon Ball Super. Voilà. Sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine. Bisous.